que ça se connecte. Hello, bienvenue dans les lundis décalés du 28 avril 2025. On approche à grands pas du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Je vais laisser les gens se connecter. Je vais me mettre également sur mon téléphone au cas où je ne reçois pas les notifications Facebook. Je vous invite à dire bonjour, hashtag direct pour ceux qui sont en direct et hashtag replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Allez, hop. Alors, cette vidéo, je pense qu'elle est pas mal attendue parce que on va parler de ce qui impacte vraiment nos relations, notre communication, nos échanges, même notre comportement vis-à-vis des autres. J'entends parler de nos peurs et notamment, il y a deux peurs qui sont assez prépondérantes chez le neuroatypique dont je voudrais parler aujourd'hui et qui drive totalement nos modes de fonctionnement, malheureusement de la mauvaise manière parce que c'est ce qui fait que nous sommes en suradaptation, c'est ce qui fait qu'on a tendance à s'oublier, c'est ce qui fait qu'on a tendance à manquer d'authenticité alors que ça va totalement à l'encontre de nos valeurs qui prônent justement une pureté d'esprit, le fait d'être totalement soi et à cause de ces peurs-là, à cause de ces blessures, on manque d'authenticité par volonté de s'intégrer absolument quitte à s'oublier entièrement. Donc là, parmi ceux qui nous regardent, dites-moi déjà selon vous, si vous vous êtes étudié, quelles sont les blessures de l'enfance, j'entends, que vous avez? Moi ici, je vais parler, des blessures donc qui bien sûr, débouchent sur des peurs. Je vais parler de la peur de l'abandon et de la peur du rejet. Donc déjà, je laisse les gens se connecter qui se sent concerné par la peur de l'abandon ou la peur du rejet. On en a tous, d'accord, il y a pas de honte à l'avoir. On a tous des blessures et des peurs et donc du coup, on a créé des comportements réponses, des comportements antidotes, qui paradoxalement épousent la peur. Pourquoi? Beh, parce que en fait, si j'ai peur de l'abandon, par exemple, je vais tout mettre en place pour ressentir l'abandon. Je vais peut-être aller jusqu'à, m'abandonner moi-même, en fait. En gros, c'est assez paradoxal parce que ce le comportement qu'on va avoir va être un comportement contre soi. Si, par exemple, j'ai peur du rejet, j'ai tellement peur du rejet que je vais me suradapter à l'autre pour pouvoir m'intégrer absolument et du coup, je vais me désintégrer, c'est-à-dire que en fait, je vais m'oublier et je vais me rejeter moi-même. Peur de l'abandon, je vais m'abandonner moi-même au profit de l'autre. Peur du rejet, je vais me rejeter moi-même au profit de l'autre et ainsi de suite. Donc là, coucou Patrick, coucou Karen, coucou Vincent. Là, en fait, on va parler de deux peurs principales que l'on peut voir notamment chez le neuroatypique. C'est la peur du rejet et la peur de l'abandon. Donc, je vois rejet pour Karen. Vincent, Patrick, je vous invite à marquer la peur que vous avez en toute franchise et en toute authenticité. Coucou Lucie, tu te sens concernée. D'accord, super. Eh bien, écoute, on va en parler maintenant. Donc déjà, l'abandon, alors j'ai pris des notes, hein. L'abandon, c'est, l'origine de la peur de l'abandon est souvent liée à une expérience précoce. Ça peut être un manque affectif, ça peut être la séparation, des parents, ça peut être une instabilité également et donc la croyance dans la peur de l'abandon, c'est: «Je ne suis pas digne d'être aimé dans la durée». D'accord? Je ne suis pas digne d'être aimé dans la durée et donc il y a des ça va donner des gens qui ont, un comportement d'attachement assez excessif, qui sont plutôt dans la dépendance affective, dans la crainte de la perte de l'autre, le besoin d'être constamment réassuré. Et donc, il y a une peur de la solitude dans la peur de l'abandon. Il y a la peur du vide émotionnel. C'est-à-dire que si je me retrouve seule avec moi-même, j'ai un vide émotionnel que je n'arrive pas à combler. Et donc, il faut absolument que je sois avec quelqu'un d'autre pour qu'il fasse pour moi ce que moi, je n'arrive pas à faire pour moi. Forcément, ça met énormément de poids sur les épaules des autres. D'accord? Et puis, la peur de l'abandon, ben, pourquoi chez le neuroatypique, elle est plus prépondérante que chez le neurotypique, c'est parce que, très jeune, le neuroatypique s'est rendu compte, en fait, qu'il était différent et donc que cette différence pouvait, causer de la solitude, pouvait causer, alors on n'est pas sur le rejet là, on est sur des amitiés limitées parce que, bah, à un moment donné, moi la première à m'en rendre compte, les amitiés limitées, c'est on t'aime bien, mais à un moment donné, tu es trop et le tu es trop, ça veut dire qu'on t'aime bien, mais on va couper court à l'amitié et donc, c'est une sorte d'abandon
qui fait que tu vas avoir peur de ça, tu vas avoir peur que tes amitiés soient, restreintes dans le temps, qu'elles soient temporaires et donc tu vas créer des barrières, créer des façons de faire où tu vas, toi, abandonner qui tu es pour pouvoir t'intégrer et rester dans une relation, qu'elle soit une relation amicale, une relation de couple. Ce qui va faire qu'en fait, tu vas accumuler des frustrations et donc accumuler du mal-être et c'est pour ça qu'après, beh, je récupère ces gens-là en coaching parce qu'à un moment donné, il y a un grand stop qui crie: «Stop d'être qui je ne suis pas, en fait et je voudrais me réintégrer et revenir à la source, c'est-à-dire à qui je suis vraiment». Ça, c'est la peur de l'abandon. Si je prends la peur du rejet, l'origine, c'est plutôt dans l'humiliation, les critiques, la moquerie, la non-reconnaissance, d'accord? Et la croyance, c'est la peur du rejet, c'est si je suis moi-même, je ne suis pas accepté. Et donc là, on va se rejeter soi-même pour être accepté. Vous voyez, il y a une petite nuance entre la peur de l'abandon et la peur du rejet. La peur de l'abandon, je ne suis pas digne d'être aimé sur la durée. Au bout d'un moment, les gens en ont marre de moi et donc m'abandonnent et je me retrouve seule. La peur du rejet, c'est si je suis moi-même, je ne serai pas acceptée car je ne mérite pas d'être aimée pour ce que je suis. Donc, du coup, je vais être quelqu'un d'autre. Et donc, le comportement, ben, en fait, on va faire un faux self. Le faux self, c'est le faux soi. D'accord. On va enfiler un masque tous les matins. Voilà. Voilà, je vais dire oui alors que je pense non, je vais, m'habiller comme les autres veulent que je m'habille pour pouvoir m'intégrer, je vais dire ce que les autres veulent entendre, pour pouvoir être acceptée et donc du coup, en fait, je rejette la personne qui je suis. Donc ça va un temps, ça peut durer 15, 20 ans, 30 ans, mais jusqu'au jour où tu vas passer devant un miroir et te demander: «Mais qui est cette personne réellement?» et je reçois des gens, moi, en appel, aux alentours de 30, entre 30 et 40, c'est là qu'il y a le déclic qui arrive qui me disent: «Mais en fait, j'ai l'impression, d'être pas du tout à la place où je suis censée être. J'ai l'impression, de vivre, une vie qui n'est pas la mienne ou, de prendre des trains qui sont pas les miens et de jamais arriver à bon port parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à qui je suis, mais ça correspond à des trucs qu'on m'a inculqués ou qu'on m'a forcé quelque part», hein, on se place en victime quelque part, mais qu'on m'a forcé à être pour pouvoir m'intégrer parce que l'humain a besoin en fait d'être intégré, l'humain a besoin, de sociabilisation, c'est le propre de l'homme, hein, on vit en groupe en fait et du coup, même s'il y a certains qui disent: «Ouais, la solitude c'est cool», non, un bout d'un moment ça va te peser en fait parce que ça fait pas partie de tes besoins primaire de base en tant qu'être humain. Autant il y a des animaux qui ont besoin d'être seuls, hein. Je prends par exemple, le poisson, le combattant, tu peux pas le mettre avec quelqu'un d'autre, avec un autre poisson, sinon il le bute. Mais autant l'humain, non, en fait. À la base, il a besoin de vivre en groupe, en communauté. Là, je reviens vraiment au truc animal et en fait, effectivement, pourquoi le neuroatypique, il a également cette peur du rejet? En fait, le neuroatypique étant quelqu'un de décalé, quelqu'un de différent, s'il affirme sa différence quand il est enfant, on va mettre le doigt dessus. Je suis en plein dedans, moi, avec mon fils et moi, je l'ai vécu également. On va mettre le doigt dessus. Tiens, il est différent. Tiens, on va le stigmatiser comme décalé, comme, je sais pas, tous les mots qu'on peut donner à un enfant et du coup, de lui-même, il va essayer d'être quelqu'un d'autre pour s'intégrer et donc à l'âge adulte, en fait, on est des grands enfants qui errent, hein, des grands enfants de 40 ans, de 50 ans qui erront parce qu'on n'a pas encore trouvé qui on était vraiment. On est en quête de sens et c'est ça qui fait que le coaching prend toute son utilité à ce moment-là. On repasse par l'introspection, ce que je veux, ce que je suis vraiment, où je veux aller, ce que ça va m'apporter et pourquoi j'ai besoin de ça. En fait, c'est nourrir son why, W-H-Y, nourrir son pourquoi et pas le pourquoi des autres. Donc, ces deux peurs, le comportement, par exemple, dans la peur du rejet, il va y avoir un faux self, c'est ce que je vous ai dit, le masque. Il va y avoir de l'autocensure. Je vais m'empêcher. Et plein de fois, j'ai des neuroatypiques, notamment des HPI, qui disent non, non, mais je m'empêche parce que sinon je vais aller au-delà de la pensée des autres et du coup, je vais prendre trop de place et ils vont croire que je prends trop de place et ils vont comprendre que moi je pense différemment, etc. Et en fait, tout ce que vous faites ou ce que vous dites quand vous avez ces blessures, est issu de la suranalyse et de la projection en se disant: «Mais si je fais ça, il va se passer ça. Si je dis ça, il va se passer ça». Un petit peu comme Madame Soleil, où tu es persuadé que ce que tu projettes va se produire si tu continues d'agir ainsi et donc tu agis en projection, tu penses en projection, tu analyses en projection, tu n'es jamais dans le temps présent et tu marches avec tes peurs.
Il y a également la recherche dans la peur du rejet, la recherche de la validation de l'autre. C'est-à-dire que tu as vu, j'ai fait ça, c'est bien, tu me valides. Eh bien, c'est normal. Tu n'as jamais été validé dans ton enfance, donc tu recherches à l'âge adulte la validation de l'autre. Et c'est limite maladif. Si tu ne l'as pas, tu te sens mal. Tu as l'impression de ne pas exister, tu as l'impression d'être transparent. Il y a également l'évitement de situations de jugement, c'est-à-dire que tu te tais, tu ranges ton frein, tu t'adaptes, tu te suradaptes pour éviter d'être jugé, mais du coup, ce n'est pas toi. Donc, en fait, c'est la peur de ne pas être par extrapolation, c'est la peur de ne pas être assez bien. Et il y a quelque part dans la peur du rejet un sentiment de honte d'être soi. Donc, on a la peur de l'abandon, d'accord, où c'est plus la peur de la solitude avec un vide émotionnel, et la peur du rejet, où il y a la peur de ne pas être assez bien et un sentiment de honte si on est soi vis-à-vis des autres. Donc, je lis un petit peu ce qui est écrit dans le chat. Fiona, tu tries de manière sélective, d'accord. Alors, qui même me suivent et pour les autres, tant pis. On est assez binaire là sur ce mode de pensée, qui même me suivent et pour les autres, tant pis. C'est plutôt comment je peux m'accepter et préserver mon authenticité, mais sans être non plus dans le rejet total de ceux qui sont pas d'accord avec moi. C'est-à-dire que tu peux accepter et préserver ton authenticité, comment dire, l'arborer fièrement, mais sans rejeter pour autant ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec ça. Après, effectivement, ils n'ont pas besoin de te suivre, mais ils n'ont pas besoin de te blâmer non plus. En fait, il faut vraiment être dans la nuance. Si ça passe, ben, ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je ferai pas la gueule pour autant, mais par contre, ça ne m'impactera pas. Voilà, c'est là où je mets de la nuance par rapport au côté binaire du truc. Et effectivement, euh, il y a du travail à faire sur le plan psychologique, sur les blessures, c'est une évidence. Mais derrière, une fois qu'on sait d'où ça vient et qu'on sait comment on a été malmené et ce qui a créé ces blessures, c'est là que le travail de coaching prend tout son sens. Et souvent, en fait, je reçois des gens. C'est vrai que faire un coaching d'un premier abord sans avoir mis le doigt sur ça, ben, ça va prendre plus de temps. Mais c'est vrai que quand je reçois des gens qui disent, voilà, moi, je fonctionne comme ça, j'ai eu telle blessure, c'est vrai qu'il s'est passé ça dans mon enfance, j'ai développé tel mode de fonctionnement en réponse à ces traumatismes, là, on va pouvoir commencer un travail de coaching. Et le travail de coaching, c'est différent et c'est pour ça que souvent des psychologues se mettent avec des coachs. D'ailleurs, j'avais même moi coaché un psychologue qui avait donné son avis sur le programme. C'est que, en fait, à un moment donné, tu as besoin de passer à l'action et tu n'as plus besoin de ruminer et de ressasser. Tu te dis, OK, maintenant que je sais que les choses viennent de X et Y, traumatisme, X et Y passif, passé, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Comment je transforme ça en puissance? Et c'est là qu'en fait, on passe au coaching. On te dit, OK, maintenant que tu as fait un travail de fond, maintenant on va poser des actions concrètes pour commencer à changer tes schémas dysfonctionnels et pour commencer à aller plus loin dans ton mode de fonctionnement, mais de manière palpable. Et donc, la transformation commence à partir de là. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les premières 4 semaines du programme Décor, c'est-à-dire qu'on va concrètement changer les schémas dysfonctionnels en schémas beaucoup plus aidants, de façon collaborative. Bien sûr, c'est pas nous qui allons vous dire comment faire, on va collaborer, on va trouver ensemble des solutions qui sont boostantes, qui sont ludiques et qui sont surtout pérennes dans la durée. Et donc, c'est à ça que sert un coaching. Donc, avant, tu dois faire un travail pour euh, voir un petit peu les blessures et ce qui vraiment te drive, c'est-à-dire à cause de quoi tu es comme ça aujourd'hui, ce qui t'impacte, ce qui te blesse. Et derrière, on peut faire, en fait, poser des actions et faire un plan d'action pour pouvoir avancer par rapport à ces blessures. Donc, il y en a 5, hein, vous les connaissez: peur, rejet, trahison, euh, peur, rejet, trahison, humiliation et injustice. Voilà, ça c'est les 5 blessures. Moi, j'en ai parlé de 2 principales parce que c'est celles que je vois le plus souvent chez le neuroatypique. Et alors, bien sûr, on n'a pas qu'une seule blessure, on peut en avoir plusieurs jumelées, mais vraiment la peur du rejet et de l'abandon, c'est les 2 blessures principales que je peux voir chez le neuroatypique. Donc, abandon, rejet, humiliation, injustice et trahison, ce sont les 5 blessures que vous pouvez avoir développées dans l'enfance. N'hésitez pas à en parler dans le chat ici en direct si vous en avez d'autres et je pourrais revenir vers vous en privé pour qu'on appuie sur celle-là, qu'on appuie de façon bénéfique, hein, qu'on analyse ces blessures-là. En tout cas, si vous voulez savoir comment on peut démêler les schémas dysfonctionnels de peur, justement, commencer à faire un travail de fond pour pouvoir aborder les relations de manière beaucoup plus zen, beaucoup plus fluide et surtout beaucoup plus dans le présent et moins dans la suranalyse, tu commentes Décor, D-E-C-O-R, et je viendrai vers toi en
privé pour voir, hein, déjà quelle est ta peur, comment tu fonctionnes et surtout comment rationaliser cette peur et la ramener dans le présent. À savoir que, c'est un vrai chiffre, alors c'est un vrai chiffre, il est pas précis, c'est entre 95 et 98 de nos peurs sont des peurs irrationnelles, c'est-à-dire que c'est une histoire qu'on se raconte par projection d'une expérience passée dans le futur pour se protéger. Sauf qu'on se protège mal. Donc en fait, il y a que 2-3 de nos peurs qui sont de vraies peurs, hein. Une vraie peur étant, il y a un mec qui fonce sur moi en voiture, j'ai peur de me faire écraser, je vais me jeter par souci de survie, dans le bas-côté. D'accord? Une vraie peur, il y a un lien de causalité imminent. Il va se passer quelque chose, la peur est là pour te protéger. Le problème des projections, c'est qu'elles sont là soi-disant pour te protéger, mais elles font tout l'effet inverse. Donc vraiment, je t'invite à écrire décor, D-E-C-O-R, en commentaire. Et moi, je reviendrai vers toi en privé où tu me parleras vraiment de tes peurs principales et on pourra élaborer un plan d'action ensemble. Je te souhaite sur ce un bon appétit. N'hésite pas à commenter même à l'issue de ce live et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain lundi décalé. Je te fais un bisou. Bye bye.